Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et ce vendredi, nous sommes avec Laure Simoes. Bonsoir Laure, vous êtes directrice éditoriale pour Cartooning for Peace. Avec nous, il nous fait le plaisir de revenir, l'honneur que devrais-je dire, Bruno Darroux, directeur adjoint en charge de l'information au service Monde de Radio France Internationale. Laurent Greisemer, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur du 1, je montre, formidable magazine. Voilà, qui se déplie à chaque fois, ça vous prend un malin plaisir. Voilà, ça se déplie ainsi, c'est très pratique. Voilà, très pratique et surtout très instructif. Le 1 qui est consacré cette semaine à Angela Merkel, les secrets d'Angela Merkel. Ziad Limam, bonsoir Ziad, bonsoir. Directeur du mensuel Afrique Magazine. Pour ce mois-ci, 2 couvertures. Une consacrée à Lionel Zinsou, au Béninois, devenu aujourd'hui Premier ministre et qui était précédemment homme d'affaires. Et une autre une, Maroc, la bataille des 2 royaumes. Voilà, je montre à nos téléspectateurs ces 2 unes d'Afrique Magazine. Une semaine marquée par les attentats qui ont frappé samedi dernier Ankara, attentats qui ont fait selon un tout dernier bilan 102 morts et plus de 250 blessés. Des attaques qui, une semaine après, n'ont toujours pas été revendiquées, mais les autorités turques pointent du doigt la responsabilité de l'organisation de l'État islamique, mais également du PKK qui aurait pu jouer un rôle. Alors que le président Erdogan, vous le savez, est contesté pour ne pas avoir protégé la manifestation visée par les terroristes, eh bien des responsables de la police ont été cette semaine limogés. On écoute tout de suite le président turc. Est-ce qu'il s'agit de négligence de notre part? Nous en saurons plus sur les défaillances qui ont été commises et sur comment cela a pu se produire à l'issue de l'enquête. Bruno Darroux, est-ce que le président Erdogan tient encore son pays ? Alors oui, pour le moment, on peut dire qu'il tient encore son pays quand même s'il y a de fortes tensions, notamment avec les Kurdes depuis quelques mois maintenant. Il faut aussi rappeler que tout ça s'inscrit dans un contexte préélectoral qui est très tendu, mais dont essaye de tirer parti Erdogan aussi, peut-être en exacerbant les tensions avec les Kurdes, puisque des élections législatives doivent avoir lieu le 1er novembre. Laurent Greisemer, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la Turquie est un pays au bord de la rupture, fragilisé économiquement, avec la crise des réfugiés, avec cette guerre en Syrie qui déteint aujourd'hui sur le territoire turc? Est-ce que vous avez le sentiment d'un pays au bord de la rupture? Oui, et je dirais peut-être même au bord de la guerre civile. Alors évidemment, les téléspectateurs qui connaissent bien la Turquie, qui suivent son actualité depuis 20 ans, ne seront pas surpris et ça leur paraîtra, si j'ose dire, presque, même si c'est dramatique, du classique, parce que la Turquie a une histoire agitée. Et si on remonte à la décennie 1990-2000, il y avait une sorte de sale guerre entre les Kurdes, la minorité kurde, enfin qui pèse quand même 15% de la population, et Ankara. Donc on retrouve ce climat, et comme vous le dites, non seulement on retrouve ce climat de violence, si on fait allusion à ce terrible bilan du double attentat d'Ankara, mais depuis un mois, il y a à peu près 600 morts par violence politique en Turquie. Donc c'est un pays, effectivement, qui vit avec un arrière-plan de violence considérable, mais comme vous le disiez, il y a également une dégradation de la situation économique, et puis il y a de très fortes tensions, finalement, entre différentes communautés, soit religieuses, soit ethniques. Donc le bilan, au bout de 13 ans de pouvoir d'Erdogan, effectivement, n'est pas bon, alors même qu'il avait donné l'impression dans les premières années de tout maîtriser. D'une puissance montante quand même, voilà. La Turquie. Et qui était frappante quand on y allait. Quand on va en Turquie, c'est vrai qu'on est saisi par l'énergie de cette population, par l'énergie de l'économie. Et on a l'impression qu'il a beaucoup construit et qu'il est en train de déconstruire. Pour des raisons qu'il faudrait analyser longuement. Ziad Limam, vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire ce pays qu'il a construit, il a quand même une économie qui était quand même florissante, quasiment 10% de croissance. C'est lui qui a quand même ouvert la négociation avec la guérilla kurde. Et d'un coup, c'est comme si c'était le château de cartes, tout s'effondre. Il y a plusieurs choses qui s'entrechoquent, c'est-à-dire que on peut pas renier la décennie magique où ils sont passés quand même d'une situation de semi-pauvre à une nation émergente, Istanbul, ils ont une des plus grandes compagnies aériennes du monde. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu l'embourgeoisement de toute la Turquie centrale qui était délaissée pendant des générations, qui d'un seul coup s'est retrouvée au cœur du pouvoir par l'AKP. Donc ça a joué. Moi, je crois qu'il se passe plusieurs choses. La première chose, il y a une équation Erdogan, c'est-à-dire il y a
le début de la fin du commencement. Alors, est-ce que c'est le commencement de la fin, le début du commencement, etc. Mais c'est quand même le début du commencement de la fin du règne de ce personnage. Donc, ça s'accompagne de tensions internes à l'intérieur de son camp, de tensions externes. Il y a les conflits historiques entre les Kurdes et l'État turc, parce que je pense que c'est vraiment ça. C'est l'État turc contre les Kurdes et qui a été ravivé, on l'a dit sur ce plateau, par le fait que la Turquie a été entraînée dans le maelstrom oriental par les jeux de petits sorciers aussi. C'est-à-dire, vous soutenez un peu l'État islamique, vous soutenez un peu ceci, vous soutenez un peu cela, en espérant que vous allez être protégé de la bombe qui est en train de sauter sur tout le monde. Et finalement, la Turquie, on découvre que c'est un pays multiethnique, multireligieux, multiconfessionnel, et qui est attiré par cette espèce de tempête qui balaye le Moyen-Orient sur ces questions-là. Et la troisième chose, c'est que nous, Européens, si on se place de la perspective européenne, on a joué le jeu jusqu'à un certain point. Alors maintenant, on est obligé de lui faire la cour parce qu'on a vraiment... On va en parler justement, parce que là vraiment, on lui fait plus que la cour. Non, mais on a vraiment besoin d'eux, non pas l'AKP Erdogan, on a besoin de la Turquie comme première barrière par rapport aux migrants, mais on a quand même été assez désagréable avec ces gens-là pendant 10 ans, en leur disant « vous ne serez pas européens, vous n'aurez jamais de visa, vous n'aurez jamais de statut associé, vous n'aurez rien, vous êtes qu'une bande de musulmans à la limite en train d'émerger, et point barre ». Et ça, je pense que c'est aussi une erreur sur laquelle on peut réfléchir. Si on avait pu tracter cette Turquie vers nous, plus fort qu'on ne l'a fait, peut-être qu'elle serait moins tentée par retrouver ces vieux démons dont parlait Laurent, de règlement de compte ethno-politique. On n'a pas parlé de l'extrême droite, mais il n'est pas exclu que l'extrême droite, qui a toujours été une force, et l'extrême gauche aussi, reviennent. Donc c'est quand même extrêmement dangereux. Laure, vous avez quelques dessins à nous montrer ? Une série de dessins, à commencer par justement des dessins turcs, 3 dessins turcs. Celui-ci de Firuz Kutal, voilà, on le voit, qui est un Turc de Norvège. Voilà, on a cette main arrachée qui fait bien sûr référence à cet attentat tragique du samedi 10 octobre, alors même qu'il s'agissait évidemment d'une marche pour la paix. Cet autre dessin très fort de Semih Poroy, un autre dessinateur turc, où on voit effectivement l'explosion et à la fois le deuil de toute la Turquie réunie. On devine évidemment les contours géographiques du pays dans ce dessin. Encore évidemment ce dessin de İzel Rosenthal, autre dessinateur turc, qui reprend ici le célèbre tableau de Munch, le Cri, et qui donne à voir cette terreur. Cet autre dessin aussi très fort du dessinateur jordanien Osama Hajjaj, qui, d'une certaine façon, accuse Serra. Donc, on semble dire que la piste de l'État islamique est derrière. Donc, on a ces reins qui sont encerclés d'explosifs qui auraient donc peut-être sans doute même fomenté cet attentat. Donc, le décalage entre ces jambes des marcheurs manifestants pacifiques et puis ce rat, je trouve, est très parlant. Cet autre dessin là aussi de Raïma, dessinatrice vénézuélienne, donc qui a voulu de l'autre bout de la planète témoigner aussi contre cet attentat, avec ces derviches tourneurs et puis ce derviche tourneur ensanglanté et assassin. Un autre dessin là aussi de Bertram, c'est toujours pareil, avec le prétexte du drapeau, on arrive à synthétiser comme ça par le symbole les situations, avec cette grenade. Et puis enfin, pour terminer quand même, ce dessin de Plantu. Il a de temps en temps comme ça des grands dessins d'un lyrisme très très fort. Les premières victimes du terrorisme, ce sont les musulmans. Alors on en parlait justement, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, ça fait aussi les rats, c'est-à-dire qu'on ne connaît toujours pas officiellement qui a commis l'attentat devant la gare centrale d'Ankara. Alors évidemment le gouvernement dit que c'est l'État islamique. Certains quotidiens disent qu'en fait il y a une sorte d'émergence d'une mouvance turco-djihadiste à l'intérieur du pays, notamment dans la ville d'Adiaman, alors qu'avant en fait les djihadistes étrangers se servaient de la Turquie comme point d'entrée vers la Syrie. Il semble qu'on assiste à la radicalisation de pas mal de jeunes Turcs dans cette ville, mais pas que, dans d'autres villes, et aussi à Ankara et Istanbul. Mais pour le moment, on ne sait pas qui a commis cet attentat.
Alors on en parlait à l'instant, justement, la Turquie qui accueille sur son sol plus de 2 millions quand même de réfugiés syriens. Des réfugiés syriens, on le sait, qui prennent le chemin désormais de l'Europe parce qu'ils vivent, il faut le dire, dans des conditions pour le moins précaires en Turquie. Alors il en était question justement de la crise des migrants hier au sommet européen. Les 28 qui augmentent leur aide financière à Ankara. Mais la Turquie, elle, est d'accord pour garder ces réfugiés, mais elle veut un certain nombre de contreparties, notamment plus de visas, une libéralisation des visas et reprendre les négociations concernant une éventuelle adhésion à l'Union européenne. Je vous propose d'écouter Jean-Claude Juncker, qui est le président de la Commission européenne. C'était la nuit dernière. Nous nous sommes mis d'accord avec nos partenaires turcs sur l'accélération du processus de libéralisation des visas. Cela ne signifie pas que nous reculerons sur les critères de base. Nous établissons un lien entre les délivrances de la Turquie, en ce qui concerne les migrants, et la question des visas. Ainsi, il y a un lien clair qui a été établi entre les deux. Laurent Gelsemer, on fait la cour là aux Turcs maintenant, c'est un renversement de tendance là? Oui, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure qui était très vrai, c'est que pendant 10 ans, depuis 10 ans quand même, la France et l'Union européenne globalement sont d'un mépris pour la Turquie qui passe l'entendement. Très peu de hauts dignitaires européens se rendent en visite à Istanbul, à Ankara. Quand c'est fait, c'est de très mauvaise grâce. Ce sont pour des voyages très rapides et En douce. et comme je le disais, oui, qui veulent passer incognito. Donc on s'est, je pense, très mal conduit avec la Turquie. On n'a jamais voulu lui reconnaître le minimum, à savoir que c'est une nation et un État fort. Et c'est important dans cette région qui en manque parfois cruellement. Alors ça, c'est la première chose. Et effectivement, aujourd'hui, on assiste à ce numéro un peu qu'on comprend bien, on en comprend bien les raisons. C'est parce que il y a pas de sous-entendu dans ce que je dis, mais c'est vrai que c'est un peu pathétique de voir tout à coup dans une urgence incroyable l'Union européenne demander à la Turquie un certain nombre de choses et que l'Union européenne en plus annonce ces choses comme acquises alors que nous sommes au tout début d'une négociation, d'un processus de discussion. Mais d'ailleurs, les Turcs ont tout de suite repris immédiatement ce soir. Ils ont dit attendez, il n'y a pas d'accord là. Il n'y avait pas d'accord, on va continuer à négocier. Il n'y a pas d'accord sur le financement, donc les Turcs ont rebondi. Alors la somme de 3 milliards, 3 milliards, oui. a circulé, mais évidemment les Turcs ont dit bon ça c'est un minimum. Plus exactement, l'Union européenne a avancé la somme d'1 milliard d'euros et la Turquie a tout de suite dit non. C'est au minimum 3 milliards. Enfin, certains milieux européens disent qu'aujourd'hui, ça fait partie de la discussion, la somme de 3 milliards. Mais, bon. Mais évidemment, on est dans un contexte électoral en Turquie, puisque la Turquie va voter pour les élections législatives le 1er novembre. Et Erdogan fait monter les enchères d'une certaine manière à juste titre et en plus pour des raisons... Il peut gagner des voix justement parce que de voir justement les Européens lui faire des courbettes aujourd'hui, ça peut lui rapporter électoralement. Je crois quand même, je ne suis pas du tout un expert de la situation en Turquie, mais à l'évidence, Recep Erdogan est plus fort qu'on ne le pense en Europe globalement dans son pays. Il a quand même le soutien d'une grande partie de la population. Pas la majorité, bien sûr, ou pas forcément la majorité, mais d'une très grosse partie. Et je pense que cette fibre nationaliste, oui, joue en sa faveur. Ça sera quand même un référendum, hein. On ne peut pas perdre les élections au mois de juin et en refaire au mois de novembre sans que ça prenne de toute façon une valeur référendaire. Il y a des exemples dans le passé où des personnages très très puissants qui ont joué au jeu du référendum ont eu des surprises et qui les ont menés à la voie de garage de la retraite. Donc bon, je pense aussi que ça crée des problèmes dans la discussion avec l'Europe parce qu'aujourd'hui on peut signer des accords avec ce gouvernement. Est-ce que ce gouvernement sera le même dans 15 jours, 3 semaines? Est-ce que ce sera une alliance? Ce ne sera pas une alliance, etc. La deuxième chose, c'est que le ton ne change pas. Moi, je suis stupéfait dans la manière dont parle Juncker. On va compter le nombre des migrants pour compter le nombre de visas. Enfin, ils sont complètement cinglés, ces gens-là. D'abord, ils ne sont pas à la hauteur de l'histoire. C'est pas très clair, les critères de base. En plus, ces histoires de visas, du coup, je suis allé regarder un petit peu. Qui sont les gens qui peuvent venir en Europe sans visa? Enfin, il y a des gens qui sont
pas non plus d'une extrême... Je vois, en Amérique du Sud, il y a des pays qui peuvent voyager en Europe sans visa. Je ne vois pas pourquoi certains pays d'Amérique du Sud peuvent venir en Europe sans visa et la Turquie ne pourrait pas venir en Europe. Mais comment vous l'expliquez, ça ? Parce qu'il y a un contexte aussi en ce moment qui peut-être explique ça. C'est des bougnoules, excusez-moi. Voilà, c'est ce que je vous dis. Donc, parce que je vous dis non, moi je ne dis pas ça, vous dites ça. Mais c'était la question que je voulais vous poser. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette peur finalement aujourd'hui avec la montée des extrêmes un peu partout en Europe, de voir peut-être avant le djihad, avant le djihadisme, il y avait déjà une angoisse du travailleur turc qui allait venir comme le travailleur polonais envahir nos campagnes et nos provinces et prendre nos femmes, etc. Donc tout ça, c'était déjà là. Mais c'est vrai qu'à un moment, ça avec la sécurité aujourd'hui, plus la question du djihad, plus etc., c'est vrai que du coup, il y a des préoccupations qu'on peut comprendre, mais pas au point de commencer à ergoter sur un nombre de visas par rapport à un nombre de réfugiés. Les Turcs, on leur demande quand même de fixer, c'est même pas d'aider, on leur demande de fixer 2 millions à 2,5 millions de personnes, l'école, l'éducation, la santé, peut-être des papiers, peut-être un jour une nationalité. Enfin, c'est quand même un enjeu. C'est effectivement énorme ce qu'on leur demande quand on pense que nous, enfin pays par pays, le nombre de réfugiés qu'on va accepter, quand on voit qu'en France, 30 000 en France sur 2 ans. Et que déjà ça fait 22 000 aux États-Unis. Voilà, un débat et là c'est quand même. Mais quelque part, est-ce que c'est pas honteux aussi de demander à la Turquie de contenir justement, de garder ces réfugiés sur son sol alors qu'elle en a déjà 2 millions qui vivent dans des conditions précaires et de ne pas nous prendre notre part finalement dans cette affaire parce qu'on ne la prend pas notre part. Oui, mais c'est précisément parce que l'Europe a énormément de mal à prendre sa part, à trouver des solutions. Il y a eu aujourd'hui l'ouverture de ce qu'on appelle le premier hotspot, le centre d'accueil et de sélection en fait, des migrants à Lesbos en Grèce, en mer Égée. Bientôt en Italie. Mais après, l'Europe pour le moment n'a pas de réponse commune. Elle ne sait pas comment vraiment faire face à tout ça. On voit que les frontières se ferment de plus en plus, donc ça va créer des problèmes. Depuis le 1er janvier, il y a près de 600 000 en tout qui ont traversé la Méditerranée, 600 000 migrants, et près de 475 000 qui sont en Grèce. Qui sont arrivés en Grèce, quoi, et qui sont de plus en plus bloqués. Donc, et l'Europe n'a pas de réponse viable sur le moyen terme. Laurent Greysheimer, un mot, justement parce que vous consacrez votre une au secret de Merkel. Justement, on parlait de la difficulté donc, pour les Européens qui n'ont pas de réponse commune, mais l'impact que ça a aussi à l'intérieur même de chaque pays, notamment de l'Allemagne, et aujourd'hui la chancelière qui est très fragilisée en Allemagne et dans son propre camp, avec cette affaire de réfugiés. Et qui va se rendre dimanche à Ankara en visite officielle. Non, je dirais que finalement l'Europe, moi je comprends son attitude. Je comprends le besoin qu'elle éprouve de l'Union européenne de négocier avec Ankara. Simplement, ça aurait dû être fait il y a plusieurs années. Parce que le conflit dans cette zone et en Syrie, il est connu, il est observé depuis 3 ans maintenant. Donc, toutes ces mesures financières d'aide à la Turquie, elles auraient dû être négociées voilà 3 ans. D'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires de la presse turque qui dit que l'Europe se réveille très très tard, quoi. Parce qu'effectivement, le conflit, il a 4 ans. 5 ans bientôt, au mois de mars. Justement, un dessin très à propos de Nicolas Vado, un dessin. Dessinateur belge pour Le Soir. Vous dites que c'est toute la difficulté du problème, c'est de pouvoir à la fois raisonner sur du long terme. Le dossier des migrants demande une vision à long terme. Et si on zoome, on voit quand même l'urgence qui est à la porte de l'Europe. On fait référence là, évidemment, à ce tragique épisode d'Aylan. Merci, on se retrouve dans quelques minutes, le temps du rappel des titres et puis la seconde partie de notre débat. On parlera de ce premier débat des primaires démocrates et de ce face-à-face Hillary Clinton, Bernie Sanders. Et puis nous parlerons de ce référendum au Parti socialiste avec une très drôle de question. On en parlera dans un instant, à tout de suite.